L'informatique, les bases théoriques, partie 5, notions diverses. Sommaire des notions diverses. Les systèmes d'exploitation, les unités de sauvegarde avec la taille des fichiers, le formatage des partitions, le montage et démontage, l'arborescence, les extensions de fichiers. Viennent ensuite les opérations sur les fichiers, comme avoir le focus, enregistrer sous et ouvrir, le glisser-déposer ou drag and drop, la sélection, qu'elle soit simple, multiple, en ghost, en mage ou en contrôle, le copier, couper-coller, et la copie, le déplacement et les raccourcis. Les systèmes d'exploitation. Il existe différents types de processeurs. Chacun fonctionne distinctement et nécessite un noyau. Il existe plusieurs familles de noyaux et chacun définit son OS sur des valeurs soit commerciales, libristes, de la simplicité ou de la stabilité. Les principales familles sont Microsoft, Mac, Unix, Linux. Microsoft produit un système tout en un avec un ensemble d'outils de base censés suffisants pour un usage familial. Je dis censé car d'un point de vue utilisateur averti, on se rend vite compte que tout est limité. Taille des vidéos, fichiers ouverts ou exportés propriétaires, fonctions manquantes retrouvées dans des versions payantes. Et il faut donc installer soi-même l'ensemble des applications nécessaires à une utilisation normale. Si vous ne faites pas appel à un connaisseur, vous risquez d'installer n'importe quoi. Vous finissez par être infecté ou votre système n'est plus stable et vous finissez tout de même par faire appel à un professionnel. Mac va plus loin en ajoutant des programmes très spécialisés et très optimisés dès l'installation. Le Mac user de base est persuadé que son OS est le meilleur existant et pour cause il ne connaît que celui-ci. À cette idée je répondrai, la majeure partie des bugs est provoquée par l'interface qui se trouve entre le siège et le clavier, et ce quel que soit le matériel informatique. Ceci de côté, macOS est un bon système, les logiciels sont simples et adaptés à un usage familial voire professionnel. Unix, très robuste et spécialisé aux grosses machines, ne concerne pas ce cours. Linux Tandval reprochait à Unix son prix et créa son propre noyau. L'histoire a aggloméré autour de ce noyau une communauté qui revendique la gratuité et surtout l'ouverture. Sur ce noyau, on trouve un ensemble d'interfaces graphiques et programmes. Ce qui rendait ce système compliqué était ce montage qui ressemblait à un Pulse sans bord. Pour y remédier, il existe aujourd'hui des distributions toutes faites et supportées par un système de paquets testés et validés pour pouvoir ajouter des programmes sans difficulté. Résultat, pour le moment, pas besoin d'antivirus, un système très stable et robuste, contributif et gratuit. Si vous souhaitez payer, il y a des services réservés aux professionnels ou des dons. Les distributions principales seraient Ubuntu et Mandriva, idéales pour débuter, mais il en existe d'autres tout aussi performantes, comme Red Hat, Slackware ou Debian. Des spécialisés comme Gentoo et Mint, adaptés aux ordinosaures, aux monstrosaures, aux serveurs, aux jeux, à l'éducation, aux sciences et bien d'autres choses. Ces distributions sont téléchargeables sous forme d'images disques CD ou DVD et peuvent être gravées puis lancées, pour la plupart, en distribution live sans installation pour se faire une idée. Les unités de stockage. Les valeurs des tailles de fichiers et des périphériques de stockage, ou j'ai le octet. Si l'octet est le morceau, le bit ou byte est l'atome. Cet octet n'est rien en capacité, comparé au volume lu chaque seconde par un ordinateur, aussi, il faut connaître des valeurs d'éléments connus pour savoir ce qu'elles représentent. Notez bien le MO et le MIO. Les bases de l'informatique sont binaires et fonctionnent donc sur des puissances de 2. Notre base arithmétique est décimale, multiple de 10. Ceci explique certaines différences et erreurs que l'on peut trouver entre certaines valeurs de taille. Par exemple, 1 MO est égal à 1024 kg, alors que 1 MIO est égal à 1000 kg. Personnellement, je n'y prête jamais attention, devrais-je ? Quelques octets. Quelques octets, c'est la taille d'un tout petit fichier texte sans mise en forme. Le kilo-octet ou 1000 octets. De 10 à 500 kg, c'est la taille d'une photo compressée JPEG ou JPG de petite taille qui est parfaite pour une impression familiale ou l'affichage sur un écran, mais un peu léger pour faire développer chez un photographe. C'est la taille de la plupart des images que l'on trouve sur les pages internet. Le mégaoctet ou 1000 kilooctets. De 50 kilooctets à 5 mégaoctets, c'est dans cette tranche que l'on trouve les documents usuels de traitement de texte, imagerie, vidéo courte, MP3, Ogg Vorbis. De 5 mégas à 999 mégas. 20 mégas, c'est la taille maximum généralement admise pour les mails. 650 à 820 mégas, c'est la capacité d'un CD. Le gigaoctet ou 1000 mégaoctets. De 1 gigaoctet à 999 gigaoctets, c'est la valeur de référence. 1 à 16 gigas pour la taille de la RAM ou mémoire vive, le DVD et ses 4,7 gigaoctets,
La norme du DVD était de 17 Go à l'origine, 60, 120, 250 Go pour les disques SSD, 250, 320, 500, 620 et 760 pour les disques à plateau. Le téraoctet ou 1000 gigaoctets. 1 Tera et plus. On entre dans les hautes capacités qui représentent l'ère actuelle. Comme on trouve aujourd'hui des clés de 1 et 2 Go, on trouvera demain des supports de stockage miniatures de plusieurs téraoctets. Mais on n'y est pas encore. Pour le moment, seuls les disques durs, les bandes et quelques prototypes de disques optiques atteignent la zone des téras. Un dernier ordre d'idée, les films. Plus ou moins 1 giga, c'est la taille d'un film compressé en DivX ou MPEG. Plus ou moins 4 gigas, c'est un film de qualité DVD. Plus ou moins 25 gigas, c'est la taille d'un Blu-ray simple couche. Plus ou moins 50 gigas, c'est la taille d'un Blu-ray double couche. Voici le nom des diverses tailles que l'on peut trouver. Un kilooctet, KO, un mégaoctet, MO, un gigaoctet, GO, un téraoctet, TO, un pétaoctet, PO, un hexaoctet, EO, un zétaoctet, ZO et un yottaoctet, YO. Les unités de stockage. Le formatage, les partitions. Pour mieux se retrouver sur une unité de stockage, on peut la découper en parties appelées partitions. Ces partitions doivent être formatées pour être reconnues, lues et écrites. Historiquement, Microsoft Windows a imposé son format originel, le FAT, mais celui-ci souffre de nombreuses lacunes de fiabilité. On le trouve néanmoins sur de nombreux périphériques de stockage, car il reste le seul compatible avec tous les systèmes. Grand frère du FAT16, il a été supplanté par le NTFS, maintenant assez bien accepté dans la plupart des ordinateurs. Microsoft restera encore un moment leader sur le marché informatique familial. Montage et démontage. Pour utiliser une unité de sauvegarde externe, l'ordinateur doit monter le système de fichiers pour y accéder soit en lecture seule ou bien en lecture-écriture. L'utilisation ne pose alors aucun souci, mais dans le cas d'une unité réinscriptible, comme un disque dur ou une clé USB, il est préférable de s'assurer qu'aucune écriture n'est effective au moment de le débrancher. On parle alors de démonter un lecteur. L'expression « retirer sans risque » est souvent marquée dans un menu. En bas sur Microsoft Windows, à droite sur Linux Ubuntu. L'arborescence. Sur une unité de sauvegarde, on trouve des dossiers et des fichiers. Dans les dossiers, d'autres dossiers et d'autres fichiers. Dans les dossiers des dossiers, à nouveau d'autres dossiers et fichiers, etc. La ressemblance avec un arbre explique le nom d'arborescence. Chaque fichier ou dossier suit alors une route qui définit sa position qui peut être absolue ou relative. Pour mieux s'y retrouver, on nomme les dossiers et fichiers avec des noms facilement compréhensibles et repérables. Position absolue ou relative. Pour se souvenir de l'endroit où se trouve un fichier, on utilise usuellement des répertoires spéciaux des systèmes d'exploitation, comme mes documents, musique, vidéo ou le bureau. On parlera alors de sa position relative, car cette position considère le répertoire spécial comme point de référence. Dans le cas contraire, on partira soit du point le plus haut du système, ou le nom de l'unité. On trouvera alors pour pointer sur le bloc-notes de Microsoft Windows, c:\windows\notepad.exe ou sur Linux un fichier de configuration /etc/défaut timidity. Les extensions de fichiers. Dans un nom de fichier, le point est utilisé indifféremment comme les autres lettres acceptées, mais les lettres qui suivent le dernier point nous donnent ainsi qu'au système des informations sur le type du fichier. Par exemple, fichier.txt sera certainement un fichier texte simple sans mise en forme. Les extensions sont très utiles pour comprendre l'ouverture d'un fichier. Aujourd'hui, MP3, PDF, Doc, HTML et bien d'autres formats sont devenus tellement courants que les débutants confondent le type et les associations de programmes. Windows cache par défaut ces extensions qu'il faut rétablir absolument pour en garder l'habitude et choisir le programme qui servira pour l'ouverture simple ou la modification. Une fois les extensions rétablies, il faut prendre soin de ne pas les changer lorsqu'on renomme un fichier. Les opérations sur les fichiers. Une grande partie du temps sur l'ordinateur est l'administration et le rangement. Les éléments s'accumulent et il faut régulièrement organiser ces espaces pour retrouver ces petits. Un choix simple est de multiplier les sous-dossiers pour organiser sa pensée et anticiper le moment où l'on cherchera le fameux document de la réunion de mai dernier sur la concentration de stupidité dans les grandes agglomérations humanoïdes. Ici, les écoles sont légion et on entend même de laisser tout en vrac et de faire confiance au système de recherche intégré. Si vous savez vous organiser, vous retrouverez toujours vos petits. Une solution est de partir d'un type, document, puis de sous-typer. Professionnel, 2011, 05, réunion, s'il y a beaucoup d'éléments à l'année.
Ou alors, professionnel 2011, réunion 05 s'il y a beaucoup de réunions, ou d'autres éléments. Si on sait que l'on recherche un document professionnel de 2011, on aura déjà fait une bonne partie du chemin qui accélérera la recherche automatique si on est obligé d'y recourir. Notion, avoir le focus ou à qui je parle. Une dernière bonne habitude à prendre tout de suite est de vérifier continuellement à quel programme ou objet je donne mon ordre. Dans les feuilles de texte ou formulaires, cherchez le curseur qui clignote, la fenêtre qui se trouve devant les autres, les icônes s'enfoncent ou se colorent quand on clique dessus. Lors d'un glisser-déposer, on verra la destination passer en avant si on prend le temps d'attendre avant de lâcher le doigt. Notion, enregistrer, enregistrer sous, ouvrir. J'ai bien travaillé mais je veux garder mon œuvre pour en faire profiter le plus grand nombre. Il faut enregistrer. Avant de tout fermer, dans le menu Fichier se trouve la fonction Enregistrer sous qui permet de sauvegarder votre œuvre dans un fichier. Enregistrer sous signifie sous un nom et sous un dossier. Implicitement, cela inclut aussi une extension qui indique le type de contenu du fichier. Une fois cette première sauvegarde effectuée, vous pouvez continuer à modifier votre travail sans oublier de faire Fichier enregistré ou bien CTRL+S de temps en temps pour être bien sûr d'avoir la dernière version enregistrée. Une petite astuce. J'ajoute un nombre, par exemple 001, à la fin du nom de mon travail, que j'incrémente de temps en temps en faisant un nouveau enregistrer sous. Je me retrouve alors avec mes fichiers suivis de leur nombre 001, 002, 003, au cas où je déciderais de reprendre mon travail à un niveau inférieur. De temps en temps, je supprime les premières sauvegardes pour n'en garder que les 2 ou 3 dernières. Le glisser-déposer ou drag and drop. Depuis l'avènement de la souris, l'utilisation graphique est la plus compréhensible lors des opérations sur les fichiers. Le glisser-déposer est le terme utilisé pour la copie ou le transfert d'un objet d'un endroit à un autre. Il faut alors considérer un point de départ, l'origine, et un point d'arrivée, la destination. On clique sur un objet et on le déplace sans lâcher le clic, jusqu'à son nouvel emplacement. Ça ira pour un élément, mais il est parfois préférable de le faire avec plusieurs objets, on fait alors une sélection multiple. La sélection, simple, multiple, ghost, le mage, le contrôle. Pour sélectionner un objet, on clique dessus. Le choix d'un autre objet désélectionne le précédent. Il existe différents moyens de choisir un ensemble d'objets. En choisissant un premier objet, puis en maintenant la touche majuscule, puis en cliquant sur un objet plus loin, ce sont tous les objets présents entre les deux qui seront sélectionnés. En maintenant la touche CTRL, on sélectionne et désélectionne individuellement des objets ou des groupes d'objets. On peut bien sûr combiner ces deux techniques dans l'ordre ci-dessus, car les deux fonctions ne sont pas forcément commutatives. Le Ghost, quant à lui, est une sélection graphique qui se fait avec la souris en dessinant un carré par ses coins pour sélectionner les objets inclus dans une zone donnée. Notion. Le copier-couper-coller. D'une façon générale, le copier-coller est l'art de simplifier des tâches répétitives. Le problème, après y avoir pensé, est de se rappeler des touches et de savoir ce qui va se passer et surtout où. Voici la procédure à suivre pour bien comprendre le processus. Simple, on sélectionne, on coupe ou copie, on pointe la destination, on colle. Un peu plus détaillé, on sélectionne ce que l'on souhaite copier ou couper. Lors du couper, l'objet disparaîtra ou deviendra opaque à son emplacement d'origine. Dans le menu édition, on choisit copier ou couper. On va donner le focus avec un clic à l'endroit où l'on collera. Dans le menu édition, on choisit coller. Pour éviter les menus, on peut utiliser les raccourcis clavier, couper, CTRL+X, copier, CTRL+C, coller, CTRL+V. Copie, déplacement, raccourci. Lorsqu'on clique sur un objet comme un fichier et qu'on le déplace dans un autre endroit comme un autre dossier, le système est programmé pour être intelligent. Si vous restez sur le même volume, par défaut, le système considérera que vous souhaitez déplacer l'objet, votre fichier. Si vous tentez de déplacer sur un autre volume, une clé USB par exemple, pour le système il sera question de copie pour éviter les erreurs et les pertes. Vous pouvez modifier ce choix en utilisant les touches Shift ou majuscule ou CTRL. Lors d'une copie sur un volume différent, la touche majuscule déplacera au lieu de copier. Lors d'une copie sur un volume identique, la touche CTRL copiera au lieu de déplacer. Notez que l'on peut copier un objet dans un même emplacement. Dans le cas d'un fichier, le nom sera automatiquement modifié pour éviter les doublons. Ce qui marche avec des fichiers ou des dossiers fonctionne également avec du texte ou des morceaux de texte, de paragraphes voire des pages entières, des parties de dessin et beaucoup d'autres objets. Les raccourcis.
Nommés également liens symboliques, ils ne sont pas l'objet mais un lien vers un objet. En les supprimant, on ne supprime pas l'objet. Ils permettent de réunir des objets, souvent des fichiers ou dossiers qui ne sont pas spécialement au même endroit. Par exemple, les menus démarrer ou les applications ne sont que des liens vers des programmes. Pour créer un lien, on choisit un fichier par un clic maintenu et on glisse à l'endroit choisi pour le lien, puis on appuie simultanément sur les touches CTRL et majuscule avant de lâcher le clic puis les touches. On reconnaîtra en bas à droite de l'icône une petite flèche qui indique qu'il s'agit d'un raccourci. Notez que le raccourci peut être déplacé, mais pas le fichier vers lequel il pointe sous peine de rendre invalide le raccourci qui sera alors incapable de savoir où le fichier d'origine est passé. De même, les raccourcis qui pointent vers les unités de stockage amovibles seront caducs tant que l'unité sera démontée mais redeviendront valables dès le remontage.